Salam alaikum. Je voulais intervenir par rapport au génocide, à l'accusation portant génocide sur le peuple au Sahel. En réalité, Macron le fait, ce n'est pas uniquement à cause du Mali. Macron le fait, c'est pour déstabiliser davantage la région Sahel. Il a été au Cameroun. Il pensait pouvoir faire revenir le vieux Paul Biya de sa décision de coopération avec la Russie. Il lui a dit que c'est une vieille coopération qu'il a renouvelée. Et puis, il a été mal accueilli par les associations des panafricanistes camerounais. Malgré tout ce qu'on peut dire de Paul Biya, il y a une jeunesse là-bas qui tient la garde, qui n'accepte pas ce que certains de nos pays acceptent. Il est venu au Bénin, il a senti la même chose. D'ailleurs, au Bénin, il a été accueilli à l'aéroport par une délégation ministérielle. Le chef de l'État est resté l'accueillir au palais pour faire la différence. Et récemment, vous avez vu le Bénin, les monuments où chaque année les gens partent se recueillir. Il dit que c'est les monuments qui concernent les Français. Eux, ils ont leur propre monument pour leur propre mature. Il a changé. Donc, vous voyez, au Bénin aussi, il a trouvé, malgré tout ce qu'on dit de talent, il a trouvé un régime panafricaniste qui ne se laissera pas manipuler contre un autre pays africain. Bon, en Guinée-Bissau, il a essayé de manipuler, croyant que le président en exercice peut avoir un impact sur les autres pays membres de la CEDEAO. Ça m'étonnerait que les pays le suivent dans le sens où Macron est en train de la mener. En réalité, il cherche à déstabiliser la zone Sahel. Le Mali, ils savent que ce n'est pas possible. C'est-à-dire, ils font semblant, ils savent que le Mali est bien gardé par la Russie. Récemment, le ministre des Affaires étrangères russe a été clair. Il dit tout celui qui touche le Mali, ils vont l'attaquer comme ils ont attaqué l'Ukraine. Donc, il sait ce que c'est que l'armée russe, lui, le président français. Il sait. Le problème qui s'oppose maintenant, c'est aux chefs d'État africains de prendre leurs responsabilités. Apparemment, en France, il n'y a même pas une politique sérieuse en Afrique, à l'égard de l'Afrique. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est le vieux disque rayé là qui est en train de leur conseiller de nous menacer, de menacer le chef de l'État, c'est comme ça que ça marche. Sinon, je ne peux pas comprendre un chef d'État français. C'est du jamais vu en Afrique, même après les indépendances. Quand il s'adresse aux chefs d'État africains, ils mettent un peu de gants. Mais Macron, depuis qu'il est là, c'est vraiment de l'insolence à l'égard de nos chefs d'État. Et personne n'arrive à le recadrer si ce ne sont les Maliens. C'est ça son problème. Lui, il pense que l'Afrique de l'Ouest, là, c'est une terre conquise. Ils vont faire ce qu'ils veulent. Non, il se trompe. Et ceux qui pensent que il peut monter un dossier sur le génocide Peul et envoyer au CPI, il se trompe là aussi. Là aussi, il se trompe. Les grandes puissances là émergentes ne vont pas le suivre. Et aujourd'hui, la France, son armée même ne peut pas tenir devant l'armée malienne. Le Mali, les Russes les ont sérieusement armés. Ça fait longtemps que la France n'a pas renouvelé son parc militaire. Les Turcs là que vous voyez, ils sont en relation étroite avec les Russes. Toutes les industries de fabrication des chars, des drones là, c'est des ingénieurs russes qui sont là-bas en Turquie. La Turquie, c'est une puissance mondiale émergente, en même temps que le Pakistan, l'Iran. Tous ces pays-là ne peuvent pas accepter que la France vienne nous perturber. C'est nos chefs d'État qui croient à ça. Certains chefs d'État aussi, qui croient à ça, qui se laissent humilier par un président français qui n'a même pas de majorité absolue pour gouverner. Aujourd'hui, il ne peut pas gouverner. Il est obligé de négocier certaines lois avec son opposition. C'est un président par défaut qu'ils ont élu. Ils le disent. Lui-même, il reconnaît ça. Donc, nos chefs d'État, ils doivent écouter les vrais analystes politiques. Écouter les bons conseils pour prendre des bonnes décisions. En suivant la France, là, elle va les foutre dans des problèmes. Prenez l'Ukraine. C'est eux.
Lui, la France qui a poussé le comédien là, Zelensky là, à s'attaquer à la Russie. Ils l'ont encouragé, ils l'ont soutenu. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Tous les armements qu'ils ont envoyés, la Russie les a détruits. Ils ont envoyé un missile pour les détruire. Et la Russie ne veut pas détruire en réalité l'Ukraine. Ils veulent entretenir la guerre telle qu'elle est. Si la Russie aujourd'hui veut détruire l'Ukraine, c'est en 48 heures. Et les Américains et les Français le savent. Ils se sont trompés, je crois, de calcul. Ils pensaient que c'est la Russie qu'ils ont en face d'eux, c'est comme la Russie de Gorbatchev, quoi, où ils ont réussi à manipuler et à disloquer l'Empire russe. Maintenant, avec Poutine, c'est pas comme ça, c'est difficile. La Russie, c'est un pays qui fait 3,51 fois la France. 30,51% la France, fois la France. C'est un continent. Et c'est un pays qui est très riche. Le sous-sol russe, même eux, ils n'ont même pas commencé à exploiter le sous-sol. Ils sont producteurs de l'or, ils sont producteurs de l'uranium, ils sont producteurs du pétrole, du gaz. Le blé, là, ils produisent du maïs. C'est un pays, un embargo ne marche pas avec la Russie. C'est un pays qui suffit sur le plan alimentaire. Et sur le plan du commerce international, ils sont obligés de commercer avec la Russie. Même les Américains achètent beaucoup de matériel manufacturé auprès de la Chine. Aujourd'hui, en France, les industries là, les industries, que ce soit américaines, japonaises ou françaises, elles se sont délocalisées, elles sont en Chine. Qui dit Chine dit la Russie, ils sont de connivence. Donc, nos chefs d'État doivent chercher à réfléchir à faire le bon choix. Nous vivons dans un monde aujourd'hui multipolaire. Qu'on le veuille ou pas, le monde tend vers le multipolarisme. L'unipolarisme là que les Américains veulent imposer ne peut pas marcher. Puisque les Américains ne sont pas les plus riches de la planète. Les gens qui produisent aujourd'hui des biens, qui vendent, qui exportent des biens, c'est la Chine, c'est la Russie, c'est le Pakistan, c'est la Turquie, c'est l'Iran. Les Américains, malgré les barrières douanières qui imposent, la Russie arrive à les concurrencer sur le terrain américain. Ils arrivent, malgré les taxes douanières qu'ils posent, les produits russes sont plus demandés aux États-Unis que les produits fabriqués aux États-Unis. Donc, il ne faut pas que nous, les petits pays pauvres africains, qu'on se mette à rentrer dans la guerre des grands. Il faut qu'on voit nos intérêts, que ce soit la Russie, la Turquie, l'Iran, le Pakistan. Tous ces pays, ils défendent leurs intérêts. Même s'ils viennent chez nous, il faut qu'ils défendent leurs intérêts. Vous voyez la Turquie quand elle est venue ici. Elle a pris notre aéroport. Elle dit qu'elle l'a construit à 110 milliards. Un jour, j'ai taquiné un ancien ministre du Transport. Je lui ai dit comment ça s'est passé. Mais nous, nos ingénieurs là et nos entrepreneurs ne peuvent pas construire. Il dit qu'ils ont évalué ça à 50 milliards. Les Turcs ont dit eux, ils vont faire ça à 110 milliards. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont pris notre titre foncier de l'aéroport pour aller à une banque où on est actionnaire, la BOAD. Ils ont pris les 110 millions et nous ont construit l'aéroport. Et ils nous disent que c'est un partenariat public-privé. C'est-à-dire l'aéroport actuel sera notre propriété dans 30 ans. Alors que si nous avons pris notre propre, comment on s'appelle, titre foncier, on est parti à la BOAD, on peut avoir les 110 millions et les rembourser dans 10 ans. C'est la discussion, moi, que j'ai eue avec un technicien de cette banque. J'ai discuté avec quelqu'un, il m'a dit, dans 10 ans, le Niger peut rembourser. Vous voyez, souvent, c'est le mauvais choix qu'on fait. La Turquie, elle est venue, elle s'est installée. Vous avez vu comment les Turcs se comportent. C'est comme ça, c'est un problème des intérêts. Ils font bien leur travail. J'ai vu la route là, d'Ouchi, Konni jusqu'à Mada, je crois que c'est eux qui vont la faire. Ils sont en train de faire ça bien, mais c'est leurs intérêts qu'ils voient. Les Russes, quand ils vont venir, ils vont défendre leurs intérêts. Mais la différence avec les Français, eux, au moins, c'est une coopération gagnant-gagnant.
que ce soit la Chine ou la Russie ou la Turquie, vous faites des coopérations gagnant-gagnant. Mais les Français, ils sont sournois, ils sont méchants. Ils sont méchants. Vous voyez, là, ils ont exploité nos usines de l'uranium. Qu'est-ce qu'ils nous ont laissé comme investissement? Il n'y a rien. Ils nous ont laissé que des maladies. Nos ouvriers, il y a des ouvriers qui sont malades. Ils sont malades des effets de l'uranium. Vous voyez, ils sont méchants. Vous voyez, avec les Russes, malgré l'embargo contre le Mali, les gens disent, certains soi-disant économistes disent le Mali ne va pas tenir dans 3 semaines. Le Mali tient. Malgré l'embargo économique, ils ont réussi à augmenter le salaire des travailleurs et fonctionnaires de la fonction publique. Ils ont réussi à faire des investissements. Ils ont créé une usine de fabrication des portables et des ordinateurs au Mali. C'est la jante qu'ils appellent jante. Voilà ce qu'ils ont fait. Les pays qui ne sont pas sous embargo, ils sont incapables d'augmenter le prix des salaires. Donc vous voyez, c'est-à-dire, et les Français se sont retrouvés avec des jeunes colonels très nationalistes, à l'image de celui qu'ils ont tué, le capitaine Thomas Sankara. Ils ont peur. Ils ne veulent plus affaire avec des militaires. Si vous prenez dans les années 75-74, ils ont utilisé des militaires pour renverser les régimes civils. Si vous vous rappelez, dans les années 74, 75, 77, la majorité des chefs d'État qui dirigeaient les pays africains, c'était des militaires. Au Mali, c'était un militaire, au Niger, un militaire, au Nigeria, un militaire, au Togo, un militaire, au Bénin. Presque c'est toute la zone. Et c'est eux qui ont manœuvré pour que ces militaires viennent au pouvoir. Bon, maintenant, avec la génération des militaires bien cultivés, bien formés, ils sont en face des grands nationalistes. Ils ont peur des militaires. Maintenant, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils sont en train d'insinuer que tout régime qui vient au pouvoir sans passer par les élections démocratiques, c'est un régime anticonstitutionnel, c'est un régime qui n'est pas légitime. Bon, nous sommes bien, nous sommes d'accord sur ce terrain. Nous sommes pour la démocratie parce que nous nous sommes battus pour que nos pays soient démocratisés. Mais dans la pratique, vous avez vu comment les élections sont organisées dans la majorité des pays africains. On organise des élections, on organise une sorte de hold-up électoral. On braque les urnes ou on arrête les opposants et ils imposent le civil qu'ils veulent, qu'ils peuvent manipuler et ils se précipitent pour le féliciter. On écarte les gens qui sont patriotes, qui veulent le bien du pays. Non, non, non. C'est eux qui vont choisir à notre place. Vous voyez les agitations qu'il est en train de faire. Pour lui, il faut que la CEDEAO empêche aux membres de la transition démocratique du Mali d'être à la tête du Mali aux élections qui vont venir. C'est ça en réalité ces agitations. Il va assister à la réunion de la CEDEAO pour dire quoi? Si ce n'est pas que ces chefs d'État même se moquent d'eux-mêmes. Comment vous allez inviter un président français à votre réunion de la CEDEAO? Les objectifs de la CEDEAO n'ont rien à voir à associer un pays ex-colonisatrice, une puissance ex-colonisatrice à votre réunion. Et vous savez pertinemment que cette puissance-là travaille pour ses intérêts. Elle est en train de déstabiliser la sous-région. Et vous lui permettrez de rentrer dans votre concession pour discuter de vos problèmes avec lui. C'est là où je trouve que cette génération de chefs d'État-là, je me demande qu'est-ce qui leur arrive. On est parti gueuler avec eux à la conférence. La majorité d'entre eux, c'est les produits des conférences nationales souveraines. Maintenant, ils sont au pouvoir, ils font pire que les gens qu'ils ont vilipendés. Ils font pire. Puisque avec les gens qu'ils ont vilipendés, vous n'allez jamais voir un responsable politique africain venir s'afficher devant un responsable politique occidental en train d'insulter son pays, en train d'insulter un pays africain, même s'ils sont en conflit. Ils ne le font jamais. Mais nos dirigeants actuels, vous allez les voir s'afficher avec des Français en train d'insulter le régime malien. Le Mali, quand ils ont renversé le président Ibeka, quel acte ils ont posé contre le Niger, contre le Burkina ou contre la Côte d'Ivoire? Aucun acte. C'est un problème interne qui les regarde.
La société civile malienne, les forces vives ont marché pendant plus d'1 an pour demander le départ de IBK. IBK, elle a reconnu ses forfaitures. Ils ont détourné l'argent destiné à la défense nationale. Ils ont reconnu. Bon, au nom de quoi vous, pays voisins, vous voulez vous immiscer dans une affaire intérieure d'un pays? Ce n'est pas normal que les gens se mettent à insulter des pays voisins. Moi, je pense que la solution à la déstabilisation du Sahel, là, ça passe par l'unité des pays africains. Tant que vous ne vous entendez pas avec votre voisin, vous provoquez votre voisin, vous ne pouvez pas être en stabilité. Si aujourd'hui on veut nous déstabiliser en passant par nos voisins, c'est très facile. Il faudrait que nos dirigeants fassent attention. Quand tu ne t'entends pas avec tes voisins, tu es fragile. Le général de Gaulle l'a dit, la France n'a pas d'amis, elle a des intérêts à défendre. Les gens pensent que la France est prête à les défendre, ils peuvent se permettre d'insulter les voisins. Non, ils ne peuvent rien faire. S'ils peuvent faire quelque chose contre le régime malien, ils étaient combien de soldats là-bas? Plus de 5000 soldats, ils étaient obligés de quitter, ils ne peuvent rien. Quand un peuple est avec son régime et avec des dirigeants, et que ces dirigeants-là savent ce qu'ils veulent, ils sont patriotes, on ne peut rien contre eux. La France était là-bas avec son armée, elle n'a pas pu renverser le régime de Assimi Goïta. Ce n'est pas en dehors de Mali qu'ils pensent pouvoir le renverser. Ils se font des illusions. Et quand je vois des chefs d'État africains, certains qui les suivent, je trouve qu'eux-mêmes, ils ont perdu le nord. Comment des gens qui étaient là-bas, ça fait 9 ans, ils disent qu'ils sont venus pour assurer la sécurité. Non seulement ils ne les ont pas aidés à assurer la sécurité, ils ont cherché à les renverser et n'ont pas pu. Maintenant, les gens ont fait appel à une autre puissance qui les aide. Parce que ne vous faites pas des illusions. L'armée malienne aujourd'hui, c'est la plus puissante de la CEDEAO. Il n'y a pas une armée dans la sous-région qui a près de 50 avions de combat. Le Mali en a plus d'une trentaine de drones de combat, sans compter des chars blindés, des radars que la Russie a installés là-bas. Donc nous, Niger, on doit coopérer avec nos frères maliens. Leur problème avec la France, c'est la France. Mais nous, on n'a pas de problème avec eux. Ils ne nous ont pas attaqués, ils n'ont pas touché à nos intérêts. Au nom de quoi on va nous pousser à les haïr? Les relations entre le Mali et le Niger, elles sont séculaires. C'est presque des parents. Vous trouvez les mêmes Sonrai du Mali qui sont au Niger, qui ont des racines au Mali, qui se trouvent au Niger. Vous avez des Pels du Mali qui se retrouvent au Niger. Vous avez des Bambara du Mali qui sont au Niger. Vous avez les Touaregs du Mali qu'on retrouve au Niger. Vous avez les Arabes du Mali qu'on retrouve au Niger. C'est un brassage. Comment des responsables qui se disent politiques peuvent accepter se faire manipuler contre un voisin comme ça? Un voisin qui a plein d'avenir. Les gens pensent que les militaires maliens là, on peut les balayer comme ça. Ils se font des illusions. Ce pas des gens qui sont venus comme ça par hasard. Ils se sont préparés pour prendre le pouvoir. Donc, moi, je pense que Macron, il se fait des illusions. Je crois qu'il y a certains vieux discriés des chefs d'État africains là, qui pensent que c'est comme la période des années 60-70 où la France les donnait des ordres, ils manipulaient, ils font des complots contre leurs propres compatriotes africains et ça marchait. Maintenant, c'est pas comme ça. Les jeunes que vous voyez là, la génération montante, que ce soit des militaires, des forces de défense et de sécurité, des civils de la société civile, leur prise de conscience au niveau du patriotisme, elle est élevée. Les gens se font des illusions. Quand vous voyez ce calme-là, les gens se taisent, mais quand ils vont commencer à s'exposer, vous serez surpris. Les jeunes que vous voyez là, ils ne supportent pas, comme dit le président Sékou Touré, la présentation de l'égoïsme. Ça va exploser tôt ou tard, si les chefs d'État actuels ne prennent pas de dispositions. S'ils vont continuer à se faire humilier par des Français qui les font des chantages. Vous avez vu comment ils ont organisé l'invasion de la Libye. Ils ont menti sur Kadhafi pour le tuer.
On a tué Kadhafi, pourquoi? Parce que Kadhafi avait un projet de mettre l'or de la Libye et l'argent de la Libye pour la création d'une monnaie africaine. Une banque, une banque d'investissement africain, un fonds monétaire international africain. Ces trois institutions, Kadhafi était prêt à les financer. Quand on a passé par certains Africains lâches qui ont contribué à son assassinat, depuis qu'on l'a assassiné, la Libye est balkanisée et nous sommes en train de suivre les conséquences. C'est ça. Donc l'OTAN là ne peut plus divertir les gens, mentir, dire qu'il y a des massacres, il faut faire des dossiers pour envoyer au CPI. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Avec les Touaregs, ils ont essayé, ils ont vu que ça ne marche pas, ils ont laissé tomber. Les rébellions qu'il y avait eu au Niger, c'est eux qui les pilotaient. Moi, j'ai discuté avec un grand officier qui est maintenant à la retraite. Il me disait que quand ils étaient au Tingalar, ils étaient en besoin de munitions et ils ont commandé à la France. La France a refusé de les vendre. Et elle a fait un lobby pour empêcher dans la sous-région qu'il y ait des armes. Ils étaient obligés de passer par les relations personnelles pour avoir des armes. Ils sont venus au Nigeria. À l'époque, c'était le général Buhari qui dirigeait le régime d'exception. C'est au Nigeria qu'on a donné 2 tonnes de munitions et des armes au Niger qui les ont permis de venir à bout des rébellions, de rébellions du Nord. Quand les Français ont vu que l'armée nigérienne est venue au bout de la rébellion, ils sont venus demander qu'on engage des négociations. Et ils étaient étonnés, ils ne savent pas comment l'armée nigérienne a eu les armes. C'est le Nigeria, là, notre voisin, qui nous a aidés. Voilà l'intérêt d'être toujours avec son voisin. Parce que le Nigeria n'a pas oublié la guerre de sécession de 1965 que la France a allumée, qui voulait diviser le Nigeria en deux. C'est le président Jory qui s'est levé et l'a refusé. Le général de Gaulle a tout fait, Oufouette a tout fait, Bongo a tout fait. Jory a dit qu'il n'est pas question de passer par le Niger pour déstabiliser le Nigeria. Toutes les armes que le Nigeria a eues ont passé par le Niger. C'est le commandant Sani Soun Sido qui les convoyait. Nous, on était des jeunes à Konni. Moi, j'étais à Konni. J'étais à Konni quand je voyais les convois passer chez nous. Ils passent souvent chez mon vieux avant de continuer sur le Nigeria. Ils amenaient ses armes. Il y avait l'Arabie Saoudite, l'Égypte, et je crois le Soudan qui ont aidé le Nigeria à venir à bout de la sécession que la France a voulu organiser. Bon, vous voyez l'intérêt d'être sérieux avec les voisins. Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens s'acharnent contre les militaires maliens. Ils n'ont pas dit le Niger, ils ne sont jamais prononcés contre le Niger. Comme ça, gratuitement, on se met à vouloir rentrer dans une coalition contre eux. C'est pas bien. Il faut que les gens réfléchissent. Et la géopolitique là et la géostratégie internationale ne milite pas en faveur de la France. La France, elle est affaiblie. Tout ce qu'elle sait faire, c'est des manigances. Vous avez vu, quand il a sillonné les 3 pays, il a tâté, il a vu qu'il ne peut pas opposer, le Cameroun ne peut pas aller déstabiliser l'Afrique centrale. Il sait que ce n'est pas possible. Il a vu que le Bénin n'est pas prêt à aller déstabiliser ses voisins à cause de la France. Maintenant, il va chez le général là qui a des difficultés pour sa propre sécurité. Lui, il est président de la CEDEAO, il fait des déclarations sans tenir conseil des ministres ou conseil des chefs d'État de la CEDEAO. Il avance des choses qui ne cadrent pas avec les statuts de la CEDEAO. Parce que Macron est là. Donc, vous voyez, quand j'avais fait un article sur ma page Facebook, j'ai vu des journaux ont repris ça. Mais, c'est-à-dire la France cherche à disloquer la CEDEAO. Elle ne supporte pas la monnaie commune unique de la CEDEAO, là. La monnaie au taux d'échange flexible. La France ne veut pas de ça. Et la meilleure manière de pouvoir tuer le projet dans l'œuf, c'est de disloquer la CEDEAO en provoquant ce genre de conflits, en déstabilisant la sous-région. C'est ça en réalité la stratégie. Je ne pense pas que les pays anglophones là vont le laisser faire. À un moment donné, nous, on comptait sur le Nigeria et le Ghana pour contrecarrer ça. Bon, apparemment, le Nigeria est très préoccupé par ces problèmes d'insécurité qu'ils lui ont créés. Parce que même là-bas, si vous regardez bien, c'est les grandes puissances là qui sont à la base de toutes les insécurités en Afrique.
C'est eux qui les créent. Et c'est eux qui viennent, ils disent qu'ils nous donnent des aides. Regardez ce qui se passe. Ça fait plus de combien d'années que le G5 Sahel demande quelques milliards. En Ukraine, en moins de 4 mois de guerre, ils ont donné presque 6 fois de ce que le Sahel demande. C'est de là que les chefs d'État doivent commencer à prendre leur distance vis-à-vis des Français. Les Français, là, ils ne sont pas des bons enfants de cœur. Ils ne sont pas là pour nous enterrer. Regardez ce qu'ils nous ont fait à Arlit. Ils ont exploité pendant des dizaines d'années, des années, notre, si c'était un pays comme la Russie qui exploitait, on allait au moins se bénéficier d'une centrale nucléaire. On peut vendre l'électricité à la sous-région, mais ils refusent. Le président Tanjaka, il voulait chercher le pétrole. Ils ont manipulé. Certains même de nos propres camarades ont dit que c'est de l'eau, ce n'est pas du pétrole. Les Français se sont opposés à l'exploitation du pétrole du Niger. Et les hommes politiques actuels le savent. Tanja a refusé. Tanja a fait venir le président Sarkozy ici à Niamey. Tout le monde a vu. Il a exigé la révision de la fiscalité de l'uranium à la hausse. Ils ont tout fait pour nous déstabiliser. Le MNJ l'a pris à ses dépens. Tanja est venu au bout du MNJ. Ça, c'est leur œuvre. Ils ont voulu déstabiliser son régime, lui, il a refusé. Et il est parti jusqu'au bout. Donc, vous voyez, le problème de la sécurité au Sahel, ça dépend des hommes qui dirigent. Dans les années 74, 75, 90, toutes ces rébellions-là, elles étaient plus armées que ces petits voyous-là qui circulent sur des motos. Mais nos militaires sont venus à bout d'eux. Quand les gens se permettent à dénigrer notre armée pour dire que nos officiers ne valent rien, ce n'est pas vrai. Donnez-les les moyens, vous verrez. C'est pas ce manque des moyens. En 90, 91, 2005, 2007, quand l'armée avait les moyens, elle est venue au bout des rébellions. Pourtant, ces rébellions étaient armées par les Français, tout le monde le sait. Donc, il ne faut pas qu'on vienne se mettre à dénigrer nos propres frères qu'on a envoyés en formation, qui n'ont rien à envier à leurs officiers. Il faut que les politiciens arrêtent cette manigance. Nos officiers, c'est des officiers de valeur. Quand vous discutez avec certains officiers européens, ils vous disent, ils ont fait les mêmes écoles. Souvent, ils sont même leurs majors. On vient, on les met dans un petit bureau, il n'y a pas les moyens de travail et on dit qu'ils sont des officiers de salon, ce ne sont pas des hommes de valeur. Non, moi je pense qu'il faut qu'on arrête. C'est les Français qui cherchent à nous opposer entre nous. Vous avez vu déjà, il a commencé à dire qu'il y a un massacre des Peuls. C'est à partir de ça, maintenant, ils vont commencer à armer les Peuls, à créer une sorte de rébellion Peul dans la sous-région. Comme les Peuls sont un peu partout dans le monde, ils vont les organiser, ils vont prendre les nécessités là, leur donner des moyens pour venir s'attaquer à leur propre pays. Il faudrait que les chefs d'État de la CEDEAO fassent attention. Il ne faut pas qu'ils se laissent infiltrer par la France. Elle veut disloquer la CEDEAO. Il faut qu'ils fassent très, très, très attention. Leur sommet dit qu'ils vont inviter Macron. Qu'est-ce qu'il va leur apprendre? La CEDEAO a un statut clair. Les objectifs et le but sont clairs. Je ne vois pas en quoi une puissance extérieure à la zone va venir. Elle va leur dire quoi? Qu'est-ce qu'il va les apprendre? Ils n'ont pas des techniciens pour les aider à faire leur sommet? La France, qu'est-ce qu'elle leur donne? Il faut que les gens fassent attention. Ils ont une grande responsabilité. Quand on prend la tête d'un État, on vient pour servir l'État. Pas se servir et servir les intérêts extérieurs à un État. Il faut qu'on fasse attention. Quand on décide de faire de la politique, quand on décide de diriger un pays, c'est comme quand on décide d'être officier dans l'armée. On n'appartient pas à soi-même, à sa famille, on appartient à tout un pays. Et on est prêt au sacrifice suprême pour les intérêts de ce pays. C'est ce que nos chefs d'État doivent comprendre. Ils n'appartiennent plus à leur famille, ils appartiennent à tout le pays. Tous les regards sont tournés vers eux. Il ne faut pas qu'ils se laissent divertir par ces malfrats-là.
Je vous remercie de votre aimable attention.